Alors, première question, puisque hop, je m'adresse à Bernard Spitz. Vous avez, justement publié le manifeste de la dernière chance. Alors, une question toute simple, est-ce que vous diriez que nous sommes au bord de la falaise? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire que dans la présentation, une des choses qui d'abord, je suis extrêmement heureux d'être là à votre invitation et puis, ce qui me justifie le plus ça, c'est aussi le fait que j'ai été élu, à Saint-Malo sur la liste Jacky Lemen, ici présent et que c'est un qui est à la fois un ami et un mentor et que donc je partage, je respire avec vous ce souffle breton. J'ai toujours considéré que la Bretagne avait était un modèle, non pas au sens de donneur de leçons, mais au sens d'illustration de tout ce qui peut être réussi en France. Et d'une certaine façon, je ne sais pas si ces sondages nationaux sont valables en Bretagne, mais je pense qu'on a été très longtemps en Bretagne à l'abri d'un certain nombre de dérives qu'il y avait sur de différents plans. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on va dans le mur? Bah, bon, il y a toujours les optimistes et les pessimistes, mais je dirais que je distinguerais la dimension et rapidement la dimension économique et la dimension politique. Sur la dimension économique, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qui vient de se passer en Angleterre est intéressant. Voilà un gouvernement qui promet des choses absurdes. Résultat, la caisse menace de sauter, la banque doit venir à sa rescousse, les marchés étrangers n'y croient plus et doit démissionner dans la honte et le déshonneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas d'argent magique. Et je rappelle quand même que, la France aujourd'hui a le plus gros déficit extérieur de son histoire, que c'est un pays qui s'est désindustrialisé de façon extrêmement grave, que tous les services publics dont on est fier et on a raison de l'être, parce que c'est un choix politique d'avoir, une dépense nationale qui permet d'avoir des services publics performants, sauf que à la comparaison avec d'autres pays, ne le sont plus tant que ça, en particulier en matière d'éducation nationale. Vous savez que tous les indicateurs montrent qu'on est en retard. Donc on réussit à dépenser plus d'argent que les autres, à moins payer les profs que les autres et avoir des résultats finaux inférieurs aux autres. Donc ce n'est pas simplement quelque chose de sinistre, c'est aussi un handicap terrible pour l'avenir, et notamment pour les jeunes, parce que dans la compétition de demain, si on prend un retard au niveau de la formation de nos jeunes, dans tous les domaines, hein, il ne s'agit pas de faire de l'élitisme, il s'agit de développer les compétences, les nouvelles compétences dont on a besoin, eh bien, ce retard, c'est quelque chose qui va se payer très durement et durablement. Donc, nous avons une dette de 3 000 milliards. Euh, donc, je crois qu'il faut réfléchir un petit peu avant de se lancer dans des plans aussi dépensiers. Parce que je suis favorable à une économie de soutien lorsque les temps sont durs, et ils vont l'être à partir de l'année prochaine. Je pense qu'on va entrer, on est entré dans un cycle d'inflation et donc de récession qui va toucher tout le monde, mais qui va en affecter plus certains plus que d'autres. Quand les taux d'intérêt montent, ceux qui sont plus endettés payent plus cher. Une économie keynésienne, comme on l'a toujours défendu chez les sociodémocrates, ça consiste à faire des économies quand les choses vont bien pour pouvoir euh, relancer l'économie et compenser lorsque les choses vont mal. Nous, on dépense de l'argent quand les choses vont mal, mais on les dépense aussi quand les choses vont bien, ce qui fait qu'on dépense un argent qu'on n'a pas. Et à un moment donné, on l'a tellement pas que d'ailleurs, on l'emprunte aux autres. Un pays comme le Japon, qui a une dette à peu près aussi élevée que la nôtre, sinon plus, par rapport à sa richesse nationale, est un pays dont l'essentiel de la dette est détenu par les Japonais. Bon. Donc, à un moment donné, bah, c'est eux qui payent le propre prix. Mais ce n'est pas le cas chez nous. La moitié de la dette, et même un peu plus, est détenue par des étrangers qui vont faire toc-toc à la porte en disant, vous savez quoi, on n'a plus confiance dans votre économie, alors maintenant, les taux ils vont monter. Et c'est ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années, ce qu'on appelle le spread, c'est la différence qu'il y a entre les taux d'intérêt qu'on paye dans un pays et un autre. Bon, bref, je vais pas faire on pourra en revenir s'il y a des questions là-dessus, mais nous sommes dans un moment, effectivement, où un certain nombre de compteurs sont au rouge. Je ne veux pas être dans le de dire que tout va mal dans tous les domaines. Là n'est pas la question. Il faut être juste lucide sur le fait qu'il y a des choix à faire et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais là où on est vraiment, à mon avis, au pied du mur, c'est sur le plan politique. Parce que, je le dis, je pense que c'est une conviction qui sera peut-être partagée par, beaucoup d'entre vous. Heu, Ce qui vient de se passer en Italie, ce qui s'est passé en Suède, ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé en France, on n'a pas de leçon à donner. Question populiste, on est quand même, les champions et parmi les premiers, heu, montre bien qu'on a changé de cycle. On est dans un moment où,
ne suffira plus de viser d'être au deuxième tour face à un candidat populiste et en arrivant bien coiffé, bien peigné, avec des bonnes études et quelques diplômes, pour se dire que quand même, bah, soyons sérieux, quoi. Ça ne marchera plus. Ça a marché encore cette fois-ci, ça ne marchera plus. Le prochain qui se présente comme ça face à Marine Le Pen va se faire exploser. Parce que, tout simplement, on sent bien une espèce d'exaspération dans les opinions publiques, pas seulement en France, dans les opinions publiques. On fait du dégagisme, on n'a plus confiance dans une certaine forme de petit monde qui s'est renouvelé en permanence. Et ce n'est pas en voyant réapparaître des noms qui sont sur l'affiche depuis 30 ans qu'on va donner aux gens le sentiment qu'on va faire différemment. Et donc, ils veulent qu'on fasse différemment. Le choix aujourd'hui même va entrer en fonction au gouvernement de Giorgia Meloni, c'était la seule qui n'a jamais participé au pouvoir. Si vous regardez les partis qui étaient avant, ils se sont tous fait exploser. La Ligue est passée de 34, Cinque Stelle est passé de 34% à 15%. La Ligue est passée de 17% à 9%. Berlusconi est passé de 14% à 8%. Ce n'est pas des succès, ça. Ils se sont tous fait étaler parce que les gens n'y croient plus. Et donc, ils se disent, bah, on ne l'a jamais essayé, on va l'essayer. Il se passera exactement la même chose avec Marine Le Pen, sauf si on propose non pas de revenir sur d'entretenir le monde des dirigeants propres et dits de gouvernement face aux populistes, mais si on apporte un, un, un message pour créer la confiance, pour redonner de l'espoir, et qui soit un message du XXIe siècle. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé en Angleterre dans les années 90. Vous aviez d'un côté un parti conservateur, complètement réac, et de l'autre un parti travailliste, complètement trotskisé, une espèce de pré-NUPES. Et donc, aucune crédibilité ni de l'un ni de l'autre. Mais comme en Angleterre, le système est ainsi fait qu'il n'y a pas la possibilité pour avoir différents partis, parce qu'il y a le vote se fait sur un scrutin uninominal ou à un tour, donc des gens de la société civile se sont réunis et ont essayé de travailler, notamment un garçon qui s'appelle Anthony Giddens, et qui a été, je le dis, le premier intervenant de la première université d'été des Gracques à l'époque, et qui a inventé ce concept de la troisième voie, qu'aujourd'hui, beaucoup reprennent. Bon. La troisième voie, c'était l'idée de chercher autre chose. Et quand vous lisez ce qu'il avait écrit dans les années 90, c'est tout à fait remarquable. Il y avait déjà une vision sur la primauté à donner aux questions environnementales, une vision sur les engagements intergénérationnels, qui sont un sujet essentiel, parce que c'est quand même dans tout ça les jeunes qu'on sacrifie, et plein d'éléments comme ça, mais ils ne roulaient pour personne. Ils ont fait ce travail, ils l'ont lancé, ils l'ont fait connaître. Et puis il y a un premier homme politique qui s'y intéressait, qui était Gordon Brown. Puis il y en a un deuxième qui était Peter Mandelson. Puis il y en a eu un troisième qui était Tony Blair. Tony Blair a su capter ça, l'a appréhendé et l'a ensuite incarné. Et puis après Tony Blair, il y a eu Schroeder. Et après Schroeder, il y a eu Bill Clinton. Et voilà comment, pendant une décennie, ce courant de pensée a apporté une forme de renouveau de la social-démocratie. Alors, certains trouveront trop à droite pour certains, mais on peut en discuter. Mais en tout cas, un vrai élan qui a redonné, disons, une modernité à la pensée d'avant. Ça a mal fini à cause de l'Irak, à cause de plein de choses qui n'ont rien à voir. Et puis, de toute façon, les cycles sont faits pour durer un certain temps. Mais ça a été vraiment un coup de novation, de modernité. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Vous remarquerez que lorsque les systèmes arrivent à bout de souffle, et ça a été le cas quand même de tous nos partis, on voit l'état dans lequel ont fini et le PS, et les Républicains, etc., alors qu'en fait, ils avaient été d'échec en échec, et que personne n'a eu c'était comme évident qu'il y avait une espèce de repensée à faire. Il ne s'est rien passé. On a reparti sur les mêmes bases, et donc on est passé de l'échec au naufrage. Eh bien, ce besoin de réinventer autre chose est la seule chose qui peut, disons, éviter la catastrophe. Macron a été un peu ce qu'a été Obama, c'est-à-dire le personnage qui, pour des raisons X, Y, Z, à un moment donné, vient répondre aux interrogations, aux insuffisances de l'offre, etc., etc. Il reste, puis quand il s'en va, il ne se passe plus rien. Il n'y a rien derrière, c'est la cata. Et donc, les populistes ont la place ouverte. Il s'est passé ça avec Trump, et il se repassera ça ici, en France, si on n'offre pas une alternative. Et l'alternative, ce n'est pas d'offrir l'homme providentiel, la femme providentielle.
L'alternative, c'est d'offrir les idées, le souffle, la dynamique qui peut offrir cet espoir et cette confiance. Et après, la question de savoir qui sera le mieux à même de le porter, c'est darwinien. C'est pas écrit. Je n'en sais rien. Mais je pense, et c'est ça à quoi on essaye de travailler, après avoir fait ce manifeste qui était plutôt un programme, alors un peu techno, mais enfin bon, précis, concret, séquencé, et pas si techno que ça pour ceux qui auront le courage de le regarder, parce qu'en fait, on l'a écrit d'une façon vraiment semble très accessible. Là, l'idée, c'est de faire vraiment de la politique. C'est d'arriver à avoir une vraie idéologie au sens noble du terme, c'est-à-dire penser le 21e siècle. Il le faire avec les yeux des jeunes, parce que sinon, on est à côté de la plaque. Si possible, avec quand même l'expérience des autres, parce que sinon, on se trompe de recette. Et essayer de communiquer ça. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif de faire. On a écrit ça dans Le Monde, un article qui est sorti au mois de juillet. Et on s'est donné un an pour produire ça, et on va le faire non seulement avec le plus grand nombre possible d'inspirateurs et de sachants en France, mais aussi sur le plan européen, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Angleterre, et on est plus intelligent lorsqu'on échange avec plusieurs. Voilà pourquoi on est certainement au pied du mur, mais qu'il ne faut pas désespérer. Merci, merci beaucoup.